Donc, dernière conférence sur le marketing des produits de santé. Donc, le marketing et la communication des produits de santé, c'est très important. Les porteurs de projets, justement, dans le domaine de la phytothérapie et de la phytodermocosmétique, parce qu'on voit justement des défaillances flagrantes. Je vois par exemple un laboratoire de compléments alimentaires, des moyens, des unités de production, etc. Mais fait, la commercialisation, il y a des lacunes énormes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas genre des profils assez compétents pour le domaine. Les laboratoires pharmaceutiques, généralement, ils recrutent donc des chefs de produits qui sont responsables de la stratégie marketing, tout ce qui est médicaments, mais les compléments alimentaires, généralement, mais elles marchent un domaine de la culture. Donc même pour une jeune entreprise, pour une start-up, dans le domaine de la phytothérapie, c'est très important, même pour vous, jeunes pharmaciens, futurs pharmaciens, c'est très important d'avoir les notions de base en marketing et communication des produits de santé. N'importe quelle activité, que ce soit pour votre propre projet, ou même si vous travaillez chez une entreprise, le marketing c'est essentiel. On a beau avoir le meilleur produit qu'il soit, si on ne sait pas communiquer sur lui, si on ne sait pas bien le présenter, si on ne sait pas tout simplement les bases du marketing et les règles du marketing essentielles à appliquer pour la commercialisation d'un de produits, on n'aura pas un résultat. Donc, le marketing et la communication des produits de santé, c'est essentiel. Les délégués médicaux, par exemple, et pharmaceutiques, ils sont formés en ça. Donc, pour être un délégué compétent, il faut avoir des notions de base en marketing. Donc, il faut savoir déjà ce que c'est le marketing, ce que c'est le marketing stratégique, ce que c'est le marketing opérationnel, pour pouvoir justement bien argumenter, bien mettre en valeur le produit terme. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Donc, خدمتنا كانديدات Donc, petite introduction. Donc, définir la notion de produit de santé. Donc, dans le marketing, donc on va définir ce que c'est un produit de santé. Donc, il n'existe pas de définition juridique claire des produits de santé. Plusieurs approches peuvent être donc retenues pour cerner les produits entrant dans cette catégorie. La définition par rapport à la santé, donc selon le OMS, donc le produit de santé, c'est tout produit participant à l'obtention ou au maintien d'un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc vous voyez, ça reste assez vaste. Donc parmi les principaux produits de santé, il y a tout d'abord bien sûr les médicaments, qui est le produit de santé par excellence, y compris les préparations magistrales, que le pharmacien prépare, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides aussi rentrent dans la catégorie des produits de santé, les acaricides, les antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles. Donc là, en thérapie, ça reste un produit de santé. Comme la place idéale des huiles essentielles, c'est dans l'officine, bien que ça reste le marché terme libre, partout dans le monde. Une huile essentielle, un complément alimentaire peut se vendre en pharmacie. Mais est-ce que c'est sans danger pour le consommateur? On a vu même en Europe, malgré que le consommateur soit conscient, soit cultivé, et malgré ça, moi, en fait, il y a 10 ans ou 8 ans, le marché des huiles essentielles et des compléments alimentaires, ça fait un bon moment, il y a eu des dégâts énormes sur l'utilisation abusive des compléments alimentaires sans le conseil d'un professionnel de santé. La personne nous a regardé plus littéraire, commander le complément alimentaire, elle a retrouvé sur un livre. Donc, mettre des conseils, mettre des l'avis d'un pharmacien, mettre des l'avis d'un médecin, sans vraiment aucun suivi, aucun conseil. Et c'est là qu'on se retrouve avec, malheureusement, des dérives. La même chose pour les huiles essentielles. Donc, comme 3 gouttes d'huile essentielle peut intoxiquer un être humain, surtout chez les enfants. Par exemple, en France, ça a des intoxications, même pas chez des huiles essentielles. L'eau, le vase, et une fleur, tout simplement. Des enfants, l'eau, ils sont décédés. Une fleur, c'est un peu bizarre en France, c'est le muguet. Il doit être le 1er mai, la fête du travail. Donc le 1er mai, avec le muguet, il y a eu des accidents, le muguet qui a un vase, un enfant chaud, il est décédé. Donc il peut y avoir des accidents vraiment très graves en utilisant les produits naturels. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser au maximum le consommateur, et bien sûr à travers les professionnels de santé, à travers les pharmaciens, vous, futurs pharmaciens, étudiants en pharmacie, il faut sensibiliser le consommateur qu'un produit de santé, sa place est dans l'officine.
s'il doit prendre un produit de santé, que ce soit complément alimentaire, huile essentielle, produit d'aromathérapie, il doit prendre l'avis d'un professionnel. Chez les marassos, ils commandent, on voit par exemple dans le camembert sur internet, des soi-disant compléments alimentaires, ACDA, les herboristes, يبيعها لك sur internet ويسميها لك مكمل غذائي. Ils utilisent des techniques de marketing digital, ils sponsorisent, ils disent des faux commentaires, ils font des bzères, ils font 3 kilos, ils font 4 kilos, des faux commentaires, ils viennent à des prix phénoménal, 2500, 3000 dinars. Tout ça se vend sans traçabilité, sans rien. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il y a une page, il signale ou il y a une autre page, il paie par correspondance, il n'a pas à s'inquiéter. Alors qu'on peut trouver des substances dangereuses. On sait bien ce qui se passe avec les compléments alimentaires, par exemple à la libido, soi-disant naturels. La plupart affirment du Viagra, du Sildenafil, etc. La même chose pour les compléments alimentaires pour l'appétit. Quand des délicats cyprohexadine, quand des délicats d'hexaméthasone, on peut trouver n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc, il faut faire attention, il faut sensibiliser, vous, en tant que futur professionnel de santé, vous êtes étudiant, ceux qui sont déjà pharmaciens, il faut sensibiliser, il y a un produit de santé, c'est pas parce qu'il est autorisé, il est sur internet ou un peu partout, c'est-à-dire c'est la loi partout dans le monde, on ne peut pas être plus royaliste que les rois, en interdisant la vente des compléments alimentaires sur internet ou ailleurs qu'à la pharmacie, mais le consommateur est conscient du danger qu'il encourt, qui est un produit de santé hors d'un professionnel de santé sans le conseil d'un pharmacien. Voilà. Donc, vous avez les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières, officinales, antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles, les plantes médicinales, c'est aussi des produits de santé, et d'autres produits de phytothérapie et apithérapie. Donc, les soins par les produits de la ruche, je viens tout à l'heure. Les matières premières à usage pharmaceutique, les compléments alimentaires, les dermocosmétiques, les dispositifs médicaux, tout ça, c'est des produits de santé. Et certains qui sont exclusivement sous le monopole de la pharmacie, les uniquement de la pharmacie, et d'autres qui m'achètent là, le libre sur internet, c'était par la pharmacie, en Europe par exemple des hypermarchés. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'il y partout, que le consommateur doit les utiliser à tort et à travers. Donc il faut toujours que ce soit sous le conseil d'un professionnel de santé. Donc premièrement, le médicament, bien sûr. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, telles que les vaccins ou les autres substances, à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonctionnement, leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Vous voyez, quand on parle de médicaments, on parle aussi bien de médicaments chez l'homme que chez l'animal. Alors qu'on a par exemple les médicaments vétérinaires, on n'a pas chez la pharmacie, on va directement à des vétérinaires. Ça vient déjà carrément le ministère, je crois, de l'Agriculture. Donc, vu qu'ils sont utilisés chez l'animal, c'est pas important. Et c'est là que malheureusement on trouve des dérives. C'est pour ça que par exemple le polylénérgieux, il est bourré d'antibiotiques, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de contrôle d'utilisation des antibiotiques et autres produits sur les médicaments pour l'animal. Vous voyez les. Hein? Pire, il y en a même des hormones. Exactement, les hormones de croissance. Donc il n'y a aucune traçabilité, aucune régularité sur les médicaments qui sont utilisés malheureusement parce que ça sort du contrôle de la pharmacie. Voilà. Pour ça, c'est important justement de rendre à chaque chose à sa place. On espère, Inch'Allah, ça reprendra un peu leur place et le pharmacien a oublié de place. Deuxièmement, le complément alimentaire. Donc on entend par complément alimentaire les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné. Donc ça c'est la définition du complément alimentaire. Donc ils peuvent être commercialisés sous forme de doses, à savoir des formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires. Donc c'est tout simplement les formes pharmaceutiques ou les formes galéniques qu'on connaît.
ainsi que des sachets de poudre, les ampoules, les liquides, les flacons munis de compte-gouttes, les autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Donc d'une manière générale, ces différentes formes pharmaceutiques, les différentes formes galéniques. Voilà. Troisièmement, le dispositif médical. Donc, on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière ou produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou autres articles utilisés seuls ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destinés par le fabricant à être utilisés chez l'homme à des fins médicales. Donc, le dispositif médical, c'est encore plus large. Donc, ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins soit de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, par exemple le contrôle, par exemple de glycémie, de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation, de compensation d'une blessure ou d'un handicap, donc tout ce qui est orthopédie, tout ce qui est genouillère, etc. D'études de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, par exemple les prothèses osseuses de maîtrise de la conception, par exemple les stérilés, donc le stérilet est un dispositif médical. On a aussi les dermocosmétiques qui sont aussi considérés comme des produits de santé, donc produits qui répondent à des attentes, donc je fais la définition tout à l'heure, à des attentes spécifiques des peaux, en alliant sécurité et efficacité et faisant l'objet d'une recommandation de la part des professionnels de la santé. Donc, un produit dermocosmétique s'applique localement sur la peau, le cuir chevelu et les cheveux. Il conjugue une action cosmétique mais aussi dermatologique. Les soins dermocosmétiques sont formulés pour préserver la santé et la beauté de la peau et des cheveux. Ils aident ainsi à hydrater les peaux sèches, traiter un état pelliculaire, traiter une peau grasse et acrylique, ainsi de suite. Donc, c'est répondre à des besoins bien spécifiques de la peau. Donc, voilà. Chefna, le produit de santé. Donc, la conférence est intitulée Marketing des produits de santé. Donc, on a défini déjà ce que c'est les produits de santé. On va définir maintenant le marketing. Donc, on va voir des notions de base, les concepts clés du marketing. Donc, c'est bon. Donc, quand vous entendez marketing, donc pour vous, c'est quoi le marketing? Commercialisation. Étude de marché. Donc, en tout cas, c'est démontrer. D'accord. Donc, connaître le besoin du client pour répondre à ce besoin. Voilà. Concrètement, c'est ça à peu près la définition du marketing. Donc, allez-y. Donc, le marketing est omniprésent. Il affecte nos vies quotidiennes. Il influence les vêtements que nous portons, les sites internet que nous consultons, les publicités que nous voyons. Le marketing est partout. On se rend compte ou qu'on ne se rend pas compte. Donc, le marketing est vraiment partout. Donc les résultats financiers des entreprises dépendent souvent de leur capacité en marketing. Donc les startups, malgré des ressources humaines globales, mais ce qu'on appelle l'économie du savoir. Une équipe de 2-3, ils ont tellement de compétences, et notamment en marketing, qu'ils arrivent à percer les marchés et à faire des résultats rapidement, où ils ont une croissance rapide, où les pas de recruter, où ils vont rapidement à un haut niveau. Dans une entreprise qui est grande, mais elle ne les mêmes résultats, parce qu'elle a beaucoup de difficultés à une ressource humaine pour prendre la décision, il faut passer par une plus grande hiérarchie, etc. Donc, le marketing, c'est vraiment la pierre angulaire du résultat commercial. Donc, les résultats financiers des entreprises dépendent souvent de leur capacité en marketing. La finance, la comptabilité, la gestion des opérations et les autres fonctions ont peu d'utilité si la demande pour les produits et services est insuffisante. Donc, retenez les termes clairs. Donc, définition du marketing. Donc, le marketing est l'ensemble d'actions qui, dans une économie de marché, ont pour objectif de prévoir ou de constater et le cas échéant de stimuler, susciter ou renouveler les désirs des consommateurs pour une catégorie de produits et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise aux désirs ainsi déterminés. Donc concrètement, le marketing, c'est ça. C'est étudier et prévoir toujours les besoins du consommateur
et même les désirs termes, et les cas échéants de créer, de stimuler les désirs pour leur proposer des produits et des services pour répondre à ses besoins et à ses désirs. C'est clair, c'est ça. Un peu, attention, du marketing. En fait, normalement, le vrai marketing, c'est faire vendre une idée qui n'est pas qui n'est pas connue. Ça, c'est le marketing. Donc là, c'est vous créez un désir. Vous créez, le besoin il est, mais vous créez un désir. Mais le marketing, c'est pas que ça. C'est déjà de répondre à un besoin de l'IKN. Par exemple, les gens ont besoin de se nourrir, ont besoin de s'habiller. Le marketing, c'est quoi? On va étudier quelles sont les tendances. Actuellement, et de créer un produit qui va répondre à leurs besoins. Donc, c'est l'évolution de l'économie. Donc, créer, c'était quoi? C'est commencement de bio. C'est que l'usine crée le produit, une publicité pour te. Il convient qu'il ne convient pas, ça y est. Il y a le produit, donc le consommateur il est question. C'est la production clé là. Après que la production a il y a trop de concurrence, donc les entreprises se plantent la gueule. Donc ils créent un produit, ici ils utilisent la publicité, mais même les parce qu'il y a d'autres produits concurrentiels qui répondent mieux à leurs produits. Donc maintenant c'est devenu l'inverse, le marketing. C'est avant de lancer un produit, de faire l'étude de marché, de voir les besoins et les désirs du consommateur, parce qu'il un produit, le produit va répondre à leurs besoins. Par exemple, là, actuellement, on a les compléments alimentaires. On va se lancer dans la nutrition sportive. Donc, avant de créer le produit, par exemple, je veux lancer un biscuit bio. Avant de le lancer, je fais une étude de marché sur le marché. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Parce qu'il le biscuit bio, je suis sûr qu'il trouvera preneur. Donc c'est ça le marketing. Voilà. Donc quelques concepts clés du marketing. Donc on a tout d'abord la notion de besoin. Donc c'est quoi un besoin? Donc tout simplement, il suit un sentiment de manque. On a besoin de manger, de se vêtir, de s'abriter. Donc le besoin n'est pas créé par la société ou le marketing, il est inhérent à la nature humaine. Donc ce n'est pas le marketing qui va nous créer le besoin de manger. On a besoin de manger, c'est un besoin physiologique. Après le marketing, on va nous proposer un hamburger, une pizza, on va susciter le désir vers tel ou tel aliment. Donc par exemple, le besoin d'un moyen de transport. Donc Nesgar, elle a besoin d'un moyen de transport. Après, que ce soit une Mercedes ou un vélo, là il y a le marketing. Le désir. Donc le désir, c'est le moyen privilégié de satisfaire un besoin. Donc les besoins sont en nombre limité, les désirs culturellement différenciés sont indéfinis. J'ai besoin de manger, maintenant qu'est-ce que je désire de manger? Un dessert, une pizza, un tacos. Là, on est appelé le marketing, la créativité, la proposition, etc. Et par exemple, allez-y, continuez. Donc, désir d'une BMW, le besoin, là, c'est quoi? C'est l'essentiel, moyen de transport. Mais le désir, une belle voiture. On désire une BMW. Maintenant, la demande. Donc, la demande correspond au désir d'acheter certains produits soutenus par un vouloir et surtout un pouvoir d'achat. Bon, il y a aussi le marketing, la notion d'offre et de demande. Donc, créer une offre, une demande. La demande, c'est le désir, mais aussi le vouloir, mais aussi le pouvoir. Donc, pour un marché donné, est-ce que la population elle a le pouvoir d'achat de cet ou cet article? Donc, beaucoup de personnes désirent d'acheter un bijou en or, mais seule une personne sur 7 parvient à se l'acheter. Il y a aussi la notion de pouvoir d'achat. Tout le monde désire une BMW, mais 0,5% de la population ont les moyens de l'acheter et 0,1% vont réellement l'acheter. Après, il y a des notions un peu plus détaillées, on n'a pas le temps de changer de la bien, c'est les freins à l'achat. Par exemple, beaucoup de gens aimeraient avoir une moto, une belle moto,
beaucoup de gens ont les moyens d'acheter une moto, mais il y a le frein de la peur. Et il met une moto parce que la moto elle est dangereuse. Donc il a les moyens, il voudrait l'acheter, mais il y a un frein à l'achat. Donc c'est des notions secondaires. Donc on va rester sur les notions principales. Donc pour choisir entre différents produits susceptibles de satisfaire le même besoin, le consommateur définit une valeur qu'il compare au coût de chaque produit en vue de maximiser sa satisfaction. Donc l'acheteur, il a un besoin, il a un désir. Maintenant, pour faire le choix, il va faire un comparatif entre ce qu'il va donner pour ce produit et ce qu'il va recevoir en échange. Exemple, la demande pour un véhicule n'est pas la même en Algérie qu'en France. Parce que l'état de transport en commun est différent, le coût du carburant, l'embouteillage, etc. En France, c'est plus pratique d'aller en transport en commun. Parce que le carburant va aller bzaf, le transport en commun tourne plus rapidement, que tu dis le métro ou le tram, tu vas arriver plus rapidement que le véhicule, que tu dis le véhicule va être plus cher parce que le carburant est plus cher. En Algérie, c'est le contraire. Le véhicule est une nécessité. Parce que là, il y a le transport en commun, ça coûte cher. Bon, là, le transport en commun, les taxis, ça va revenir trop cher. Le carburant risque. Donc, on a une semaine de l'autre côté, parce que le carburant me dit là, je sais. Donc, ce n'est pas aussi les mêmes notions de besoin d'un pays à un autre pour un produit et un autre. Suivant. Donc la notion de produit, donc on entend par produit toute entité susceptible de satisfaire un besoin. Il peut s'agir de biens matériels, pâtes, tables, chaises, vêtements, voitures, etc. Donc de services incorporels comme un crédit bancaire, un contrat d'assurance, programme de télévision, un voyage, une formation est un produit. Donc tout ça c'est des produits, mais c'est incorporel. On ne peut pas les palper, c'est un service. Produit, mais non pas. Ou encore d'une combinaison des deux. Hôtel avec transport aérien, automobile vendue avec une garantie. Donc il paye avec haja corporelle physique, il dit avec un service déjà. Il y a le service après, une télévision avec un service après, un véhicule avec un an de garantie dans la vidange. Donc produit corporel et service incorporel. Donc un produit aussi peut désigner des entités complexes telles qu'un endroit, un site touristique, un pays à promouvoir. Dans le tableau, il n'y a pas longtemps qu'il nous a eu une affiche, la corniche, qui devient Tunisie. Donc publicité pour un pays. Donc qui finance? Un hôtel de Tunis a financé à la fin. C'est l'État qui finance la destination de son pays pour faire valoir le tourisme. Donc un produit peut aussi être un concept, un pays, une personnalité publique, un président. Donc il y a aussi le marketing politique. Donc si vous voyez par exemple les campagnes électorales aux États-Unis, en France et tout, ils suivent exactement les mêmes préceptes de marketing. Donc le slogan, la vision, donc ceux qui véhiculent le message, etc. Donc une organisation, un club scientifique, un parti politique. Donc aussi, ils utilisent le marketing. Une personne, un candidat aux élections, un chanteur, un acteur. Donc c'est aussi un produit. Il va utiliser les concepts du marketing. Ou encore une idée. La santé, la prévention contre le sida, une idée politique. Par exemple, les ONG, Greenpeace et tout, l'environnement. Donc, ils utilisent le marketing. Ou c'est des produits, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas un service, ce n'est pas un produit palpable, mais l'idée est aussi un produit qu'il essaie de nous vendre à travers du marketing bien ficelé. Maintenant, les échanges. Donc, acte qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose. Donc, l'acte de vente, donc on va avoir un produit en contrepartie de l'argent. Donc, si l'accord intervient entre différentes parties qui échangent, il y a transaction. Donc, lorsque les accords entre les parties se prolongent pour constituer un partenariat durable, on peut parler de relation. Donc, passage du marketing transactionnel au marketing relationnel. Par exemple, les entreprises, le B2B, donc entreprise à entreprise, donc un homme du marketing relationnel à long terme, c'est des partenariats.
Donc il y aura plus de facilité, il y aura des délais de paiement, il y aura une fidélisation, etc. Le marché, donc la notion de marché, donc le marché est constitué par l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange, leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. Donc le marché, c'est l'environnement, il y a qu'on fait l'acheteur ou qu'on fait le vendeur. La taille du marché dépend du nombre de personnes qui éprouvent un désir à l'égard d'un produit, ont les ressources suffisantes pour l'acquérir, ont la volonté d'échanger ces ressources contre le produit. Donc le marketing et le marché sont deux notions indissociables. Le marketing s'intéresse à des marchés. Par exemple, on va s'attaquer au marché de l'automobile. Là, on est rentré dans le marché du complément alimentaire. Donc, le marché des produits de santé, car les produits de santé, on a choisi le segment, le marché des compléments alimentaires, le trollé ou le. Après, il y a d'autres marchés. Les les dermocosmétiques, etc. Et on parle toujours de marché. Donc, s'intéresse à des marchés définis par des possibilités d'échange en vue de satisfaire des besoins et des désirs. Donc, le marché est composé de l'offre et la demande. L'offre, il y a les fournisseurs, donc les producteurs, proposés par les distributeurs. Donc, il y a les caractéristiques du produit, du service, etc. Ou la demande, c'est les clients. Donc, la demande, elle est qualitative, mais aussi quantitative. Par exemple, le marché correspond à combien de personnes, ou qualitative, le pouvoir d'achat. Avec le marché serait, il y a un pouvoir d'achat kbir. Donc c'est un marché porteur. Avec le marché kbir, mais le pouvoir d'achat serait. Donc il y a quand même fait la concurrence, beaucoup de produits du Caïnir, ça peut être un marché non porteur. Donc maintenant, on va parler de la notion du marketing stratégique. Donc je fais les notions de base d'une manière générale. Après, il y a deux segments importants du marketing. On a le marketing stratégique et on a le marketing opérationnel. Donc, le marketing stratégique et la segmentation du marché, le ciblage et le positionnement. Le marché opérationnel, le mix marketing, est ce qu'on appelle les 4 P. Donc, product, produit, price, prix, place, distribution et promotion. Promotion, la publicité. Donc, on n'aura pas le deuxième marketing opérationnel. On va plus parler du marketing stratégique, des Google, donc, on fait d'abord une politique, le plan marketing de l'entreprise qui dit là, pour commercialiser un produit, elle fait d'abord le plan marketing stratégique, après, dire l'opérationnel, toujours la stratégie précède l'opérationnel. Donc, on fait d'abord la stratégie, on l'applique. Donc, le marketing stratégique, segmentation, ciblage et positionnement. Donc, il est rare qu'une entreprise intervenant sur un marché puisse s'adresser à tous les acheteurs. Ceux-ci sont trop nombreux, dispersés et hétérogènes dans leur attente et leur mode d'achat. Aussi, elle a souvent intérêt à rechercher un sous-marché attractif et compatible avec ses objectifs, ses compétences et ses ressources. Là, on est en train de faire l'étude de marché. Quand on veut lancer un produit, on doit étudier le marché. Donc voilà, on va choisir ce qu'on appelle la segmentation. Donc le marché existe, il y a les différents sous-types, les faits. Le ciblage, on va choisir une catégorie maintenant. On va proposer le produit terrain pour être la cible et après on va se positionner. Le positionnement. Donc je vais un peu plus en détail. Donc le marketing de ciblage suppose une démarche en 3 temps appelée SCP. Segmentation, ciblage et positionnement. Donc tout d'abord la segmentation. Donc la segmentation est le processus permettant de partager le marché en sous-ensemble des consommateurs ayant des caractéristiques, des comportements et des réactions aux produits homogènes. Donc, par exemple, surtout les opérateurs téléphoniques qui rajoutent des offres, ils rajoutent une offre pour les étudiants, une offre pour les enseignants, une offre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont segmenté le marché, ils ont ciblé un marché pour rajouter une offre spécifique pour avec le marché. Donc, un segment est un groupe de consommateurs dont les besoins et les comportements d'achat sont suffisamment homogènes pour être servis par la même offre et représentés par un programme d'action marketing. Donc c'est ça, la segmentation, quand on segmente un marché, quand on cible un segment de nous, donc le segment avec il est homogène, les attentes ou les désirs
باش كي نبروبوزيو لهم une offre, que ce soit un service ou un produit, ils répondent à leurs besoins communs. Donc la procédure de segmentation. Donc tout d'abord la phase d'enquête. Dans cette étape, on prend une série d'entretiens ou des réunions de groupe avec des consommateurs afin de mieux comprendre leur motivation, leur attitude et leur comportement. Donc, d'une enquête générale, donc on va faire plusieurs groupes. Ici, on a les attentes termes pour pouvoir choisir quel groupe cibler. Deuxièmement, la phase d'analyse. Les données sont analysées, ce qui permet de réduire les distorsions, les différences. Les segments doivent être homogènes les uns par rapport aux autres. Donc, une fois qu'on a dit l'enquête, on va l'analyser pour pouvoir faire la découpe des groupes. Troisièmement, la phase d'identification. Dans la dernière étape, le profit de chaque segment est identifié. Exemple, pour l'achat des bijoux, on trouve les fans de bijoux qui adorent porter les bijoux, les indifférents, et les anti-bijoux, les rouges et les bijoux. Et là, déjà, on a segmenté en trois. Par exemple, une entreprise, une joaillerie qui va fabriquer les bijoux, donc pour cibler, pour faire la segmentation de terrain, elle va pouvoir avoir les trois groupes. Maintenant, les conditions d'une segmentation efficace. Donc, il existe de très nombreuses manières de segmenter un marché. Tous les segments identifiés ne sont pourtant pas significatifs. On peut avoir un segment, il n'est pas intéressant, il est ciblé, il est proposé ou là, les produits tels. Donc, les conditions de la segmentation efficace, tout d'abord, c'est la pertinence. Donc, pour un produit donné, plus le critère est étroitement lié aux attitudes et comportements des consommateurs, plus il est pertinent. Deuxièmement, la mesurabilité. Donc, des informations doivent être disponibles pour pouvoir être obtenues sur les principales caractéristiques des acheteurs et doivent permettre de mesurer la taille du segment. Donc, par exemple, là, je donnais les compléments alimentaires. Si je n'étais pas du domaine, si je n'étais pas pharmacien, si je n'avais pas travaillé dans l'officine plusieurs années, si je n'étais pas en contact avec les pharmaciens permanents, je n'aurais pas su quel produit proposer, quel produit mettre sur le marché. Donc, il faut avoir l'information, il faut pouvoir mesurer. Donc, c'est pour ça, pour quelqu'un qui est en dehors du secteur, il a les moyens de faire une étude du marché, il peut se planter. Le lancement d'un produit. Par exemple, la période de Covid, beaucoup d'unités de production, beaucoup de producteurs de compléments alimentaires, ils ont la vitamine C et le zinc. Donc, ça fait 2 ans, il y a eu une dizaine de marques de compléments alimentaires qui ont le zinc ou la vitamine C. Après la pandémie, on a les ventes le zinc, gardons d'énormes stocks. Ils sont lancés dans d'autres produits compléments alimentaires mais sans réelle étude de marché. Donc beaucoup d'unités de production ce ne sont pas des gens du métier. Donc le pas opportuniste. Je vous ai la vitamine C mais c'est éphémère. Donc un projet doit être à moyen et à long terme. On doit avoir le souffle long. Maintenant, j'ai des unités de production, on a un projet parce que la Covid, le vitamine C, c'est vrai. Ils ne donnent pas la vitamine C, le zinc, mais ça, il y a un patch. Et puis après. Donc, beaucoup d'unités de production, il y a beaucoup de laboratoires, il y a eu après la période de la Covid parce que ce n'étaient pas des gens du métier, ils n'avaient pas fait un plan marketing à moyen et à long terme. Donc, voilà. Donc, c'est très important d'avoir une stratégie marketing à moyen et à long terme cohérente. Là, par exemple, la période de la Covid, les distributeurs et les pharmaciens, je vais un produit pour l'immunité. Surtout le premier temps, le zinc qu'elle demandait le zinc. Donc, je un produit de l'immunité. Dans la politique actuelle, on travaille uniquement avec des produits naturels. Donc, c'est très facile. On a l'habitude qu'on a pas de le zinc ou la vitamine C, ou voilà. On a l'habitude plus zinc et vitamine C. Mais la politique, on travaille uniquement avec des produits naturels. Donc, on n'a pas voulu faire un produit. Qui a donné un produit pour l'immunité? C'est la propolis. Donc c'est toujours un produit naturel pour rester toujours en cohérence avec la philosophie et la politique générale Tana. Alhamdoulilah, le produit Tana jusqu'à maintenant il marche très bien parce que ça reste toujours un produit naturel. Malgré la mode, ça se démode. Vitamine C, zinc, la mode Tana, ça ira. Mais la propolis, ça fait 20 ans que les gens d'ici 100 ans, ils gardent toujours les parce que c'est une valeur sûre.
Donc vous voyez, c'est ça la différence entre une politique et un plan marketing durable à moyen et à long terme et un opportunisme des gens qui sont malheureusement des fois en dehors du secteur, complément alimentaire à la charité, je fais la publicité de cette télévision, et les complément alimentaire, mais après 2 ans, ça ne va plus. Après, on a l'accessibilité. Donc l'entreprise doit pouvoir effectivement diriger ses efforts commerciaux et donc accéder au segment choisi. Une PME peut identifier correctement les différents segments d'un marché sans pouvoir en tirer parti du fait de ses ressources limitées. Il faut aussi le marché et il doit être accessible. Par exemple, beaucoup de personnes ils font des produits naturels et tout, mais ils ne connaissent pas le circuit de distribution. Donc depuis 2012, j'ai travaillé dans l'information médicale, la visite pharmaceutique, j'ai commencé comme délégué médical régional, après j'étais superviseur national, j'ai fait des lancements de gelées royales à de grands groupes pharmaceutiques. Donc tout ça, j'ai déjà eu l'expérience pendant une dizaine d'années. Donc à la fin, quand j'ai eu mon propre produit, donc le parcours le produit, on a un peu de A à Z. Là, par exemple, la première semaine que l'on s'est mis le produit qui est disponible d'une 50aine de pharmacies. C'était des pharmacies que je connaissais personnellement, c'était des amis de donc les grossistes, eux, comme délégués. Je n'ai pas trop comme livreur ou délégué. Le produit, c'est moi-même le délégué. C'est ça aussi la différence, encore une fois. Voilà, c'est le portefeuille client, c'est l'expérience qu'on a, les facilités qu'on a, le projet. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc encore une fois, l'accessibilité du marché. Est-ce qu'on peut facilement faire un crédit de produit? Maintenant, est-ce que tu peux facilement le mettre en place pour les pharmacies? C'est pas évident, un nouveau produit, un pharmacien, il met le produit. Donc les laboratoires, pendant 2-3 mois, avec une équipe de délégués, vont galérer pour faire les premières mises en place. Donc, mais qui te connaît avec la facilité, le portefeuille client, des gens du domaine, c'est des amis, c'est des confrères, c'est des collègues, les amis qui l'ont mis en place. Donc, tu peux démarrer beaucoup plus rapidement. Encore une fois, c'est l'accessibilité au marché. La rentabilité. Donc, la taille du segment doit être suffisante pour rentabiliser les efforts marketing qui lui seront consacrés. Donc, par exemple, là, on a eu beaucoup d'idées. Jusqu'à maintenant, on aimerait bien développer des produits innovants. Bon, on a lancé, par exemple, le produit minceur Tana. C'est une nouvelle formule en Algérie. Vous connaissez la plupart des produits minceurs. C'est à base de thé vert, café vert, ananas. C'est des produits exotiques. Donc, actuellement, la phytothérapie moderne, la tendance où les produits, les plantes médicinales de la Méditerranée. Le caroube et le figuier barbares. Le produit Tana minceur, c'est le premier produit en Algérie. Il est composé de caroube et de figuier barbares. La composition, elle dit déjà, c'était le produit de l'année 2020 en France. Alors que c'est des produits Tana. C'est des produits Tana. Donc, quand on a lancé le produit, donc, il y avait une demande pour ça. Les produits minceurs, c'est des produits qui marchent. On veut par exemple lancer un autre produit, un produit anti-stress, anti-dépression et sommeil à base de safran. Le safran, les bienfaits de cadeaux sont incroyables. Et notamment, le côté de l'indication. Mais le safran, il est cher. Par exemple, peut-être même complément alimentaire à base de safran, ça va coûter 1500, 1800 dinars. Donc, où l'indication, la demande de TAO, le marché de TAO reste clean par rapport à l'appétit et à la minceur. Pour ceux qui travaillent avec la pharmacie, vous voyez bien que la demande sur un produit pour grossir ou pour mincir est beaucoup plus importante qu'un produit complément alimentaire pour la déprime ou pour l'aide. Donc, à l'heure actuelle, stratégiquement, ce n'était pas intéressant de le lancer en priorité. Donc on a commencé par lancer des produits, il y a un grand marché, il y a une grande demande, et encore le minceur marche moins que l'appétit. En Algérie, c'est le contraire. Par exemple, si c'était à l'Europe, le minceur au rythme chacun. En Algérie, c'est le contraire. Donc donc la part de marché d'un minceur, déjà, c'est là. Là, on va lancer juste par rapport à la demande. Vu que le produit, l'appétit a marché très bien, vous avez nous demandé sur les réseaux sociaux, faites-nous un produit minceur. Donc c'était beaucoup plus pour élargir la gamme et rester positionné donc le rééquilibrage alimentaire. Amener un produit appétit, amener un produit minceur, mettez-le pour les enfants, etc. Donc comme le produit par exemple le safran, on n'a pas pu le lancer parce que le marché actuellement il n'est pas très grand, ou c'est pas prioritaire de le lancer. On le lancera d'ici 1 an. Donc, quand on aura déjà lancé d'autres produits qui sont plus prioritaires, où le marché terme il est encore plus grand.
Déjà même comme ça, vous aurez une confiance plus pour le nom. Quand on voit un produit phytéon, ça veut dire que c'est des bons produits. Donc n'importe quel produit mis en marché, il sera vendu. Voilà, c'est l'effet de gamme. Par exemple, on a le produit d'Alep, on a un seul produit, c'était le Royal Appetit adulte. Donc, nous, le lancé. Après 6 mois, on a lancé le sirop terreau. Déjà, les 6 premiers mois, on avait d'excellents retours dans les pharmaciens. Donc, qui lancé le sirop terreau, ça a tout de suite marché. Donc, gagne le comprimé sur le sirop. Qui se termine le sirop terreau, ils étaient satisfaits. Après, on a commencé à lancer ce qu'on appelle la marque Ambrelle, le Royal Appetit. Donc, on va la voir tout à l'heure, ce que c'est une marque Ambrelle. C'est le Royal Appetit Plus. Alors, l'ancien à l'immunité, l'ancien à la croissance. L'ancien à la minceur. Et chaque fois, c'est encore plus facile qu'ils travaillent un nouveau produit qui m'a dit parce que Nes a donc déjà eu une idée sur les produits phytéance. Donc, le pharmacien, vu qu'il a la qualité des autres produits, qui dit un produit nouveau, il va dire la mise en place parce qu'il a eu un bon écho avec les autres produits. Après, il y a des produits qui ont une rotation plus rapide et d'autres moins. Par exemple, l'appétit, encore une fois, qui va me cher plus que la minceur. Mais malgré ça, voilà, le pharmacien rédige la minceur parce qu'il va savoir que c'est un produit de qualité, il va le conseiller. Mis à part le pharmacien, le client, quand il a déjà essayé un produit comme ça, quand tu lui dis que ça c'est le même labo, il va exactement, voilà, c'est ce qui se passe avec les marques connues. Par exemple, les marques d'importation, Alviti ou le Supradine, ou là, quand on va acheter un produit, on a soit la notoriété, le Supradine, ou la Alviti, ou la Soline, ou là, on a déjà essayé les produits. Donc on va se diriger directement. Donc, le branding, donc la notion de marque. Donc Nes, nous lui beaucoup plus la marque que le produit, parce qu'ils font totalement confiance à la marque. Donc quel que soit le produit, ils vont l'acheter. Après, il faut rester dans la même efficacité. Donc ça c'est un piège, il ne faut jamais passer l'efficacité, parce que là, le client il est déçu. Donc un produit, ça il peut perdre confiance dans les produits terres. Il faut rester dans la même cadence de qualité. Donc voilà, la rentabilité pour la taille de segment, il est assez grande. Donc, une fois de la segmentation, on va cibler, le ciblage. Donc, il s'agit d'évaluer l'attrait relatif de chaque segment et choisir celui ou ceux sur lequel elle concentrera ses efforts. Donc, la cible sera en cohérence avec ses objectifs, ses compétences et ses ressources. Et voilà les objectifs, voilà les compétences et les ressources les indiquent. Donc, je dois faire un équilibre. J'aurais bien aimé là lancer 8 produits. Mais les ressources est-ce que peut actuellement, je vais lancer 8 produits. Non. Donc, je vais lancer 1 à 2 produits chaque 6 mois. Donc, par la gamme taille, que nous allons lancer 6 ou 7 produits, et je vais mettre ma trésorerie en difficulté. Je vais mettre la rupture, les produits etc. Donc, l'attrait d'un segment dépend de sa taille. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque. Un erreur avec le marketing. Un produit qui dit la publicité, tu mets ta rupture. Parce que le producteur met des stocks bas pour faire face à la demande de l'éradiquer. Donc, il fait 10 millions de dinars le produit, il fait 2 millions de dinars pour la publicité, mais au bout d'un mois ou 2 mois, il y a une rupture. C'est contre-productif. Le pharmacien qu'il un produit où le produit est la rupture. Donc, le temps de lancer la production, ça peut prendre 1 mois et demi. La publicité, ça il faut le parce que la publicité c'est très cher. 1 à 2 millions de dinars pendant 1 ou 2 mois. Donc, il faut avoir des moyens énormes qui m'a Coca-Cola et trouver la publicité à l'âne. Donc, sinon, c'est des périodes. Généralement, il y a un ferme d'âne, etc. Donc, le produit a des ruptures, la publicité a des le temps du produit a du troll nécessaire. Donc, il y a le pharmacien, il y a ça, il y a donc, elle dit c'est une erreur aussi. Donc, si tu fais la publicité pour la télévision, il faut avoir les moyens de ta production. C'est-à-dire que le produit est chez rupture. Sinon, dès la publicité, elle essaie. Je prends la demande, elle essaie les stocks les normales. Donc, l'attrait d'un segment dépend de sa taille, de son taux de croissance, de sa rentabilité, des économies d'échelle et de synergie réalisables et du niveau des risques encourus. Donc, lesquels c'est des paramètres à prendre en considération quand on va choisir telle ou telle cible de segment. Suivant. Donc, les critères de choix d'une cible. Donc, le choix d'une cible doit être effectué en évaluant pour chaque segment possible. Donc, tout d'abord, son adéquation avec l'image de l'entreprise. Deuxièmement, sa compatibilité avec les objectifs de l'entreprise. Troisièmement, son attrait et les risques encourus.
Et enfin, sa taille et sa croissance prévisible. Bien sûr, la probabilité aussi de succès de l'entreprise sur celui-ci. Voilà, donc on a segmenté le marché, on a ciblé le segment les rabarines de l'Oholo, maintenant il faut se positionner. Donc, la cible est. Donc, quel sera le positionnement à la marque ou le produit TANA par rapport à la cible? Donc, le positionnement, donc par le positionnement du produit, l'entreprise se différencie de ses concurrents dans l'esprit du consommateur. Quelle est la particularité de Fiteos? Quel est l'esprit de Fiteos? Quelle est la philosophie de Fiteos? La philosophie TANA, c'est quoi? C'est tout simplement de bénéficier de tous les avantages et les bienfaits de la phytothérapie moderne avec la sécurité et la facilité d'emploi des fonds pharmaceutiques. Donc c'est ça, l'expertise TANA, c'est la phytothérapie moderne, la phytothérapie clinique. Donc on utilise le naturel, mais avec des formes pharmaceutiques modernes. Donc on va peut-être lancer une gamme de tisanes, mais on s'est positionné en premier avec des formes pharmaceutiques. Et chez Fiteos, vous allez pouvoir prendre des plantes en gélule, des plantes en sirop. C'est des formes pharmaceutiques sécurisées, avec un dosage bien clair, avec des effets thérapeutiques bien clairs. Et même les conditions. Par exemple, les produits TANA, on est parmi les rares producteurs de compléments alimentaires, ils disent la notice. Donc ce n'est pas obligatoire que les compléments alimentaires. Là, chez nous, on la met, il y a toujours la notice. Les flacons en sirop, la plupart des compléments alimentaires, même ceux importés, ils stimulent le plastique ambré. Ils stimulent le verre ambré, ils stimulent le verre pharmaceutique. Là, étant pharmacien, je connais l'utilité du verre pharmaceutique. D'autant plus qu'on travaille avec des produits naturels. Donc, le miel, les zitoun qui c'est un flacon en verre. Donc, on fabrique des compléments alimentaires à base de plantes et des produits de la ruche. Un flacon en plastique. Et ce qu'ils font la plupart des compléments alimentaires, même importés. Donc, essayez de vous amuser après. Je vous les compléments alimentaires importés d'Italie, d'Espagne et tout. Derrière nous, le plastique. Qui va dire un produit naturel, on va dire le plastique. Donc, c'est purement commercial. On va acheter le plastique pour éviter la casse. Le transport de chemin de l'Eslope, c'est moins cher, c'est moitié prix. Mais là, si je travaille, plutôt si je produis un produit, c'est la première chose pour qu'il soit efficace. Donc, je fais un développement en recherche, mais je m'arrête le plastique, au bout de 3 mois, on a des effets thérapeutiques. Voilà. Donc, aussi, le positionnement terrain, c'est ça. C'est des compléments alimentaires, mais avec une qualité pharmaceutique. Déjà, sur le conditionnement qu'on utilise, sur la communication. Donc, là, pour moi, une boîte, elle n'est pas suffisante. Je t'explique l'emballage. La plupart des compléments alimentaires, conseil d'utilisation, il y a un l'emballage. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il y a une notice. Je n'ai pas la composition, le fenugrec, le schiste, la curcuma, le schiste, etc. Donc, il faut une notice. Donc, voilà aussi les produits de ça comme ils connaissent Ralin par rapport au marché. Après, on doit faire l'effort, le prix doit être concurrentiel. La marge bénéficiaire de 50%. Voilà, donc on doit trouver des solutions. On a par exemple les produits Tana, Raline, elle est les produits locaux. Mais en même prix, Mirkhas, elle est les produits importés. Donc on a su trouver un juste équilibre. Par exemple, le Royal Appétit, on est le seul produit pratiquement en Algérie qui fait le pollen. La plupart font le fenugrec et d'autres plantes. Le pollen, il est beaucoup plus cher que les autres plantes. Par exemple, le fenugrec, le coût de terre, il est dans les 500 dinars le kilo. Le pollen, il est dans les 4000 dinars le kilo. Donc, un concurrent importé, il fait le pollen. Il va grossir vite. Donc, le produit terrain, il dit 1100 dinars, la boîte pour adulte de 60 gélules, mais la posologie terrain, il n'y a que ça. Il faut prendre 2 gélules, 2 à 3 fois par jour. Donc, la boîte, c'est les 15 jours. C'est la même chose que la date des 2 gélules à 3 par jour. Donc en termes de posologie, c'est la même chose. Donc la boîte terme, bien que fait à 60 gélules, mais 15 jours, terme fait à 30 gélules, 15 jours. Produit terme, il est 1100 dinars, terme il est 750 dinars. Donc il est beaucoup moins cher. Par exemple, terme en Algérie, ils sont moins chers, mais il fait le pollen. Donc à qualité équivalente, le produit Tana est largement supérieur en termes de qualité et beaucoup moins cher parce qu'il est produit localement. Le sirop, la même chose. Le sirop terrain, il dit 750, il a 850 dinars. Il y a 650 dinars.
Donc c'est 250 dinars nafsa. Voilà. Donc on arrive justement à l'Italie d'Akhlaf, le marketing opérationnel. Donc le produit doit être de qualité, le positionnement, après le prix doit être étudié. Donc certes, un peu plus cher par rapport à ta qualité, mais maintenant je t'ai aussi cher que les produits importés, qu'on a un avantage. Ben, vu que c'est une fabrication locale, au moins le prix est accessible, coûte moins cher que les produits importés. Donc à l'Italie, c'est des calculs à faire, c'est des stratégies à faire pour que le produit, même en termes de qualité et de prix, soit équilibré. Donc, par le positionnement du produit, l'entreprise se différencie de ses concurrents dans l'esprit du consommateur. Cette différence peut s'appuyer sur le prix du produit, exemple haut de gamme. Il y a des marques, les exprès, ils règlent le produit terme. Même s'il n'est pas de grande qualité, mais ils vont jouer sur le packaging, sur la publicité, sur la présentation. Pour elle, il n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est le marché du luxe, du premium. Certes, la qualité terre est un peu plus élevée, mais elle ne justifie pas. Voilà, elle justifie pas avec le prix. Le prix est essentiellement pour le marketing, pour la publicité ou pour l'emballage, d'une manière générale, pour la présentation. Donc, ou sur un avantage économique, exemple faible consommation d'énergie, par exemple des lampes LED ou un véhicule qui consomme plus d'énergie, donc ils vont jouer sur la consommation d'énergie. Sur le contenu symbolique du produit, exemple prestige, de la marque algérienne qui maintenant, on essaie toujours de travailler au maximum avec les produits terrain. Là déjà nous sommes en production locale et même la matière première qui m'a le naturel, c'est un produit 100% algérien. Donc fabriqué en Algérie et même les plantes utilisées sont algériennes. Pour nous c'est une fierté de pouvoir présenter un produit made in DZ 100% algérien. Vous voulez en France ou en Europe, il se termine là, c'est le produit de l'année grâce à son efficacité. Donc, on pense même plus tard, pourquoi pas, Inch'Allah, à l'exportation. Parce que c'est des produits qui marchent très bien en Europe. Donc, une différence doit être créée de la valeur pour l'entreprise, en même temps pour le marché. Donc, il doit satisfaire à ce titre de nombreuses exigences de qualité. Donc, l'importance, le caractère distinctif, la supériorité, la communicabilité, la rentabilité, la préhension, l'accessibilité. Donc, c'est des termes important en termes de positionnement. Donc l'entreprise, la marque, quand elle va positionner un produit, elle peut jouer sur plusieurs critères pour se positionner dans telle ou telle catégorie. Donc éléments de différenciation pour positionnement de produit. On a un petit tableau normalement, voilà. Donc tremplin des différenciations. On peut jouer de la différenciation sur le produit en termes de fonctionnalité, de performance, de conformité. Par exemple, les bonnes pratiques de fabrication. Par exemple, un label bio. Par exemple, on a les produits de la bio. Le fournisseur de Terna, ça fait 3 ans que nous avons donc c'est un jeune apiculteur. Donc on l'a accompagné dans l'amélioration de la qualité de le producteur. Déjà, le produit, mais il ne faisait pas qualité de contrôle qualité microbiologique, mais le contrôle qualitatif. Donc on l'a orienté par exemple au taux d'HMF. Le producteur il est de bonne qualité. Il faut savoir par exemple qu'un miel, il est thérapeutique uniquement 2 ans. Le miel, c'est un produit non périssable. Ça a la valeur thérapeutique de 1 miel. Donc, il achète un miel stocké d'un apiculteur, il y a 3 ans ou là, il ne fait aucune valeur thérapeutique. Il y a autre chose, le chauffage. Donc, un miel qui est chauffé, il perd sa valeur thérapeutique. Donc, il a un miel, je ne sais pas, un bête, un endroit chaud, un garage ou là, au-delà de 40 degrés, il y a l'effet thérapeutique qui est en Europe. Donc, il faut contrôler, par des analyses tout simplement. Un contrôle en laboratoire, donc notamment le taux d'HMF, il y a une couche supérieure à 40 mg. Donc là, il faut que c'est un miel frais, il n'a pas été chauffé. Il y a certains apiculteurs, les exprès, ils chauffent le miel, parce que le miel, naturellement, il cristallise. Là, les Algériens qui chauffent le miel cristallisé, ils veulent que le sucre, l'effet sucre ou là. Donc, je dis, mais je dis, donc, il y a des gens qui il y a des gens donc, avec le fait, quand il va le chauffer, il y a des effets thérapeutiques, les enzymes, donc, pour contrôler tout ça, c'est très simple. C'est des analyses en laboratoire qu'on fait donc, pour les produits là. Donc, on l'a accompagné le contrôle de qualité, on l'a même accompagné en termes de labellisation bio. Parce que le produit de riche en plein montagne vierge de BGR, forêt d'Akfadou. Donc, il y a toute pollution. Donc, depuis une année, il a fait les démarches de certification. C'est le premier apiculteur à avoir obtenu la labellisation bio AB
européenne, donc agriculture biologique. Donc la prochaine production les produits Tana, il y aura un logo, produit de la ruche d'Algérie, agriculture biologique. Donc ça, c'est une labellisation. Donc ça, c'est un plus. Voilà. Donc il y a la conformité, la durabilité, la fiabilité, la réparabilité, le design. Donc l'image aussi est très importante. Alors, quand j'ai fait les études en marketing management, donc on avait des modules sur la publicité, sur le design, etc. Donc les produits, par exemple le packaging, c'est moi-même qui l'ai fait avec un infographe. Donc vous exactement, j'imagine exactement la boîte qui fait ce cool. Les couleurs, vous le voilà, une abeille. Là, je peux même le faire moi-même si j'ai le temps, mais les logiciels Illustrator, tout le temps, je pourrais avoir la main. Donc ça me prendrait 2 heures ou 3 heures, 10 minutes, l'idée là-haut. Mais le choix des couleurs, le choix du design, c'est moi-même qui le fais. Et c'est très important, la charte graphique. Dans le produit qui est présenté pour les pharmaciens, donc, une importation, parce que ça se voit sur le travail, l'infographe. Un infographe normal, voilà, un truc, les infographes, toujours le choix. Voilà ce que je veux à peu près, on a une catastrophe. Alors, avec votre même, voilà. Mais qui tu l'accompagnes exactement ce que tu veux. Donc, le produit tel que tu l'as imaginé. Et c'est très important. Le design, le packaging, l'emballage, les juges bien que ce soit un produit ou une personne, c'est l'apparence terre, c'est l'emballage, c'est le packaging. Donc, l'emballage, c'est très important. Et c'est ça qui fait la différence généralement pour le produit fabriqué localement et le produit d'importation. Déjà, l'emballage qui vient. Donc aussi sur les services, donc on peut jouer sur la différenciation, donc sur les délais de livraison par exemple, sur la formation, par exemple, on a la gamme de la phytodermocosmétique, les pharmaciens vont pouvoir bénéficier d'une formation sur les phytodermocosmétiques. Parce qu'on a les formations, on va lancer une gamme de produits bruts, tels des huiles végétales, des huiles essentielles, des hydrolats qui seront vendus en pharmacie. Et le pharmacien, soit tel quel, au client, les de la préparation ou le pharmacien, il dit la préparation selon le besoin du client ou IBL. Donc pour faire tout ça, il va devoir bénéficier de la formation en phytodermocosmétologie. Donc le pharmacien, quand il achètera le pack des produits là, il va pouvoir bénéficier d'une formation gratuite en phytodermocosmétologie. Donc ça, par exemple, c'est un positionnement. Donc ça, c'est un avantage. Donc voilà, on peut jouer aussi sur le personnel, donc la compétence, la courtoisie, la crédibilité, la fiabilité. Et qui met les laboratoires, ce qui est très important, c'est les délégués médico-pharmaceutiques. Donc, donc ESA, la première multinationale et le laboratoire, c'est vous, pharmaciens qui trouvent le laboratoire, déjà remarqué à la pharmacie, délégué à la multinationale ou délégué à la générique déjà, parce que c'est des critères de sélection. Donc la multinationale, quand elle va choisir le délégué, elle va le choisir au top. Et un délégué au top, ça se paye. Donc automatiquement, les salaires ils sont beaucoup plus importants qu'un délégué nouveau d'un générique ou là, les radiateurs un salaire beaucoup moindre. Donc l'image du délégué, du personnel, elle est très importante. Donc justement, le personnel, par rapport à sa compétence, sa courtoisie, sa fiabilité, sa communication, ainsi de suite. Les points de vente, donc la couverture sur le territoire national, l'experture, la performance, et on fait l'image, donc les symboles, les médias, l'atmosphère, les événements, etc., les relations publiques. Donc là, en tant que finance, on travaille aussi pas mal de relations publiques. Donc même si on n'a pas les grands moyens de faire la publicité à la télévision, là, mais on est présent. Donc dans différents événements, à travers les formations déjà qui marquent, les conférences, le Covid, on a fait un travail énorme à les hôpitaux. On a même développé le premier antiseptique 100% naturel fabriqué en hôpital en Algérie. Donc c'était à l'OHU, l'établissement hospitalier Lusto, donc ils nous ont sollicité pour leur fournir des huiles essentielles, donc pour fabriquer un antiseptique naturel. On a même amélioré la formule terrain, que nous l'alcool chirurgical, le bioéthanol. Donc un alcool 100% naturel. Donc c'était vraiment un antiseptique 100% naturel, avec huile essentielle et bioéthanol. Et ça a fait le buzz, donc fait toute la télé. C'était une première en Algérie. Voilà. Donc ce genre d'opération, il faut vraiment avoir une expertise. Encore une fois, c'est ça, l'économie du savoir. Voilà, tout simplement. Donc
voilà. Donc, c'était le marketing stratégique d'une manière générale. Maintenant, le marketing stratégique